Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Fashion Police des Golden Globes. Je suis un petit peu impressionnée, je dois dire, parce que ça fait longtemps que je ne m'étais pas filmée. Et puis du coup, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu de mes vidéos. Mais écoutez, la vie ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu et c'est ok. Le principal, c'est qu'en 2026, tout devrait rentrer dans l'ordre petit à petit. J'ai vraiment pour objectif d'être plus régulière sur la chaîne et de vous proposer également des contenus plus diversifiés. Mais on va commencer l'année doucement avec un format qu'on connaît. J'adore filmer des Fashion Police et je sais que vous adorez les regarder. Donc les Golden Globes tombaient à pic, surtout qu'on a eu des tenues plutôt sympas, bien que pas vraiment extravagantes. Comme d'habitude, je vous ai fait voter sur Instagram et je peux déjà vous le dire, vos retours étaient ultra positifs. Alors est-ce que c'est parce que vous êtes content du retour des tapis rouges, que c'est le début d'année et que donc vous avez été hyper indulgent, ou est-ce que ce tapis rouge était véritablement sublime? On va voir ça ensemble dans cette vidéo, on va tout regarder, tout analyser. N'hésitez pas vous aussi à mettre vos commentaires sous cette vidéo, à liker au passage si jamais elle vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on va pas plus s'attarder, on va commencer tout de suite. On va commencer avec Amanda Seyfried qui est venue dans une tenue Versace sur mesure. De votre côté sur Instagram, vous avez été plutôt mitigé puisque sur 13 000 votants, vous avez été 47% à la mettre dans un top et 53% à la mettre dans un flop. Et je vous comprends, je comprends pourquoi il y a eu cet avis au global. C'est vrai qu'à première vue, la robe est quand même très classique, voire même un peu ennuyante, sachant qu'elle est dans un blanc ivoire, dans une coupe qui est un peu déjà vue, avec ce bustier cœur, la longueur qui est ma foi assez classique, un peu banale, et cette traîne derrière qui se transforme en étole. Ça fait même un peu mémérisant, sachant qu'ils ont joué le look old Hollywood années 50 à 100% avec la coupe de cheveux qui renforce cette idée. Puis la surenchère suprême, c'est vraiment l'accessoirisation avec ce collier tout en diamant et les sandalettes argentées. Donc c'est vrai qu'on est loin d'un look mémorable, mais on peut quand même mettre en lumière et mettre en avant la structure de la robe parce que techniquement, elle est quand même vraiment somptueuse. Ils n'ont pas joué sur l'ornementation, mais plutôt sur tout ce qui est coupe, détail. On peut voir à quel point c'est réussi avec tout ce drapé qui vient en diagonale, qui est asymétrique, qui part du dos et qui vient vraiment structurer toute sa silhouette avec sa taille, ses hanches. Et j'aime beaucoup que dans le dos, tout ce drapé parte pas au milieu du dos, mais un peu en décalé, en asymétrie. Je trouve que ça rajoute encore une fois du mouvement. La robe en elle-même est techniquement très complexe et le rendu est particulièrement sophistiqué, mis à part cette traîne là qui part en étole. Moi je trouve ça ringard au possible, vraiment je ne m'y fais pas. Et quand bien même l'esthétique un peu vieux Hollywood a été une réelle tendance sur ce tapis rouge, vous allez le voir, je trouve que le global n'est pas forcément hyper juste, ou en tout cas j'y suis pas sensible. Et cette proposition qui est au final très neutre est peut-être due aussi au fait que Versace n'a actuellement pas de directeur artistique et donc c'est les équipes qui s'en occupent. Là ça a été fait sur mesure pour l'événement, donc il n'y a pas de patte artistique qui vient s'ajouter à cette proposition et c'est peut-être finalement ce qui manque. Passons ensuite à Amelia Gray qui est venue dans une robe Swarovski, une robe bijou. Ça n'étonne personne, il s'agit quand même d'une maison de cristal. La robe a demandé plus d'1 million de cristaux et 100 heures de travail. Je pense qu'en réalité, elle doit être mais somptueuse à voir, à toucher. Là, en plus, elle a été particulièrement bien travaillée. Moi, j'aime beaucoup ces cristaux un peu blanc argenté, notamment au niveau de la poitrine qui viennent illuminer un petit peu le visage. Et puis après, ce bas qui est un peu plus foncé, un peu plus noir, mais sans perdre pour autant tous les reflets un peu plus blanc, cristallisé, argenté. Encore une fois, le travail sur cette robe est somptueux et le fait qu'ils aient laissé un peu un cut-out au niveau du haut du ventre, pareil, je trouve que ça permet un peu à la robe de respirer, de donner un certain dynamisme, bien que franchement, il y aurait eu juste le noir là, sans le détail au niveau du ventre, ça aurait été tout autant somptueux. Mais la robe est tellement travaillée, c'est tellement un bijou à part entière que pour le coup je n'aurais pas mis le collier. Bon, à la fois c'est du Swarovski donc je suppose qu'ils veulent mettre quand même en avant du bijou, mais la robe faisait le taf à elle toute seule et donc c'est un peu le reproche que je fais moi sur cette tenue. Après globalement vous le savez, c'est pas une esthétique qui me fait sauter au plafond, mais objectivement
la robe est sympa. Passons maintenant à Ariana Grande que vous avez mis dans un top à 68%. Et je vous comprends, elle est venue dans une robe Vivienne Westwood qui est dans une texture un peu raffia. Enfin, c'est un organza effet raffia. Cette robe qui est assez théâtrale, c'est une robe de bal noire, à la fois assez classique dans le sens où c'est une robe corsetée avec un gros volume sur le bas, avec des codes presque un peu historiques, mais le rendu est plutôt bien équilibré parce qu'en plus Ariana Grande est quand même une petite personne et du coup cette robe vient vraiment lui donner une allure imposante et ça marche bien parce qu'elle assume à 100%. Et là en plus ces derniers temps il y a vraiment eu un revirement stylistique pour Ariana Grande puisqu'elle s'est fait accompagner d'un styliste qui est Lo Roche, qui est également celui qui habille Zendaya. Et du coup, ça se voit dans ses propositions. Jusqu'à présent, elle venait beaucoup sur les tapis rouges et sur les avant-premières dans des tenues qui faisaient écho à son personnage Glinda dans Wicked. Et là, c'est l'une des premières fois où elle revient vraiment en Ariana Grande et c'est pour ça aussi que ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et on a l'impression qu'elle vient sur ce tapis rouge pour nous dire bah voilà, je suis de retour et je suis de retour dans une tenue somptueuse, hyper mode. Choisir du Vivienne Westwood, ce n'est pas anodin, on va dire, et ça marche, pour moi ça marche. J'adore son décolleté qui lui donne une sorte de nonchalance assez naturelle avec les bretelles qui lui tombent un peu sur les épaules. En plus, il y a un nœud en velours noir qui pareil apporte un peu de contraste. Ça donne un style à la fois un peu décontracté dans la manière dont elle a de porter la robe, mais glamour. Tout est bien taillé, on voit à quel point la robe est structurée. Je crois que j'ai loupé mon propos, mais je disais j'adore le décolleté parce que ça met encore une fois en lumière son visage, mais ça lui fait un superbe port de tête. Vraiment, je trouve que c'est un choix hyper mode et j'ai hâte du coup de voir la suite sur comment elle va réussir à s'approprier tous ces codes mode sans être justement son personnage Glinda. Passons maintenant à Charli XCX qui est venue dans une robe Saint-Laurent custom, donc sur mesure, et vous l'avez vous sur Instagram adoré puisque vous l'avez mis à 69% dans un top et que je vous comprends, j'adore. Moi j'aurais même mis 100% de top. Je pense que c'est l'une de mes tenues favorites sur ce tapis rouge. Je trouve que ça va à merveille à son personnage. Elle s'est hyper bien approprié cette tenue. À la fois c'est glamour, élégant, tout en étant un peu irrévérent comme son personnage. Déjà, c'est une robe qui a été construite comme en 2 pièces, donc on a vraiment ce bustier en plume avec le nœud et la jupe qui est une jupe droite, longue, blanche, assez classique. Tout va se jouer vraiment dans la construction, dans les détails et dans son attitude qui fait pour beaucoup, je trouve, à la beauté et le charisme global de cette proposition. Contrairement à tout à l'heure à Ariana Grande où je disais justement que les bretelles qui sont un peu asymétriques, qui tombent sur l'épaule, donnaient un air nonchalant, naturel qui était très beau. Cette fois-ci, c'est tellement symétrique et structuré qu'on voit bien qu'au contraire, c'est pour lui donner de l'allure, une position presque un peu figée. Ça met en lumière, ça met en avant son port de tête qui est incroyable. Et encore une fois, elle a ce regard et cette position un peu hautaine qui vient renforcer toute cette tenue. J'adore le fait que ce soit en plume, bien que l'éthique des plumes est discutable. Le fait également que le nœud arrive au niveau de son ventre, ça renforce visuellement la symétrie du top qui donne également un aspect de mouvement puisque ça vient sur ses épaules, ça vient comme s'enrouler au niveau de sa poitrine, de sa taille pour finir un peu en pointe là au niveau de ses hanches. Vraiment, je trouve ça sublime et la lumière est sur elle, sur le bustier, grâce à cette jupe qui est assez classique et qui vit bien avec le reste de la tenue. Bref, vous l'avez compris, j'adore cette proposition et j'aime tellement que j'ai l'impression que je suis partie dans tous les sens. J'espère que j'ai été compréhensible, mais je suis fan. On passe maintenant à Chase Infinity qui est venue dans une robe custom Louis Vuitton, enfin un ensemble plutôt. Je suis dégoûtée de ne pas vous avoir fait voter sur Instagram pour cette tenue, j'ai complètement oublié parce qu'elle est tellement inhabituelle, ça titille un peu l'œil que j'aurais bien aimé avoir votre avis, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, pour le coup, je suis hyper mitigée, à la fois j'adore, et à la fois j'aime pas. Déjà on voit bien qu'on est sur un haut, un top sculptural qui est volontairement conceptuel. C'est une forme qui est tellement
peu classique que c'est fait exprès. On est sur une pièce qui est techniquement bien foutue parce que le volume est vraiment très beau, très bien fait. Ça met vraiment l'accent sur sa taille, également sur son poitrail. C'est vraiment magnifique. Le corset est quand même très rigide, mais pimpé, twisté avec ces formes qui donnent l'impression que le corset est en train un peu de fondre. Même le galbe est très arrondi, ça apporte de la douceur. Donc bref, je trouve cette pièce très intéressante et ça s'accorde bien avec toute la broderie qu'il y a dessus qui est en perles argentées avec également cet effet miroir qui reflète à fond la lumière. D'ailleurs, ça apporte beaucoup de lumière sur son haut, sur son buste, sur son visage avec cette mise en beauté qui est assez dégagée, un peu naturelle, très jolie et qui équilibre bien justement cette pièce qui est très forte, très puissante et vraiment on est sur une pièce qui se rapproche du bijou et de l'œuvre d'art. Et puis c'est hyper audacieux de l'avoir associée à une jupe en velours noir qui du coup absorbe la lumière et donne l'impression que son bas du corps vient presque comme une ombre et comme on est sur une forme un peu sirène ou du moins avec une petite reine, ça lui fait vraiment des proportions très intéressantes. Ça fait un corps avec des volumes à la fois originaux mais je sais pas, bien travaillé, c'est bien proportionné, j'aime bien l'idée, je suis sensible à la proposition, je trouve vraiment que c'est différent, que c'est un peu arty, c'est très intelligent, c'est audacieux, mais à la fois c'est pas franchement dans mes goûts personnels. Donc, mais de manière objective, du coup, la tenue est très très cool sur ce red carpet. Et je rajouterai un petit point bijou puisque c'est un sujet sur ces derniers tapis rouges. Si vous suivez assidûment mes Fashion Police, vous savez déjà de quoi je vais parler. Il s'agit tout simplement de l'absence de collier qui est une grosse tendance en ce moment et qui, je trouve, dans cette tenue est hyper pertinente. Moi, j'adore cette tendance de pas de collier, ça me va et encore plus quand il y a une superbe paire de boucles d'oreilles. Et je finirai avec le fait qu'elle se fait actuellement accompagner des stylistes Weyman et Mika et qu'elle a totalement raison. Elle nous sort quand même beaucoup de jolies tenues ces derniers temps, des propositions fortes et puissantes. Go girl. Passons maintenant et rapidement à Chloé Zhao qui est venue dans une tenue rochasse. Je ne sais pas qui lui veut du mal, mais il faut qu'elle fasse attention et qu'elle s'éloigne de ces personnes très rapidement. Cette tenue est une abomination sur un red carpet. Il n'y a aucun ajustement de fait. Ça baille dans tous les sens, de tous les côtés. Alors là, la robe en elle-même aurait pu être très mimi. Moi, j'aime beaucoup cette petite couleur bleu clair avec cet effet satiné. Alors bien évidemment que ce n'est peut-être pas son but premier d'être la star des tapis rouges. Chloé Zhao est une réalisatrice qui a été oscarisée et il n'y a pas eu de statement particulier sur cette tenue. Je sais pas, peut-être que c'est une pièce vintage, je sais pas quoi, machin. Là, il n'y a eu aucune information, mais on voit bien que cette robe n'est pas à sa taille et c'est vraiment dommage. Ça aurait pu la mettre en lumière et là, on passe complètement à côté. Parlons maintenant de Colman Domingo, je vous ai fait voter. Excusez-moi, je reprends, j'avais pas fini ma phrase. On parlait donc de Colman Domingo qui est venu dans une tenue Valentino sous l'ère d'Alessandro Michele, donc le directeur artistique le plus récent. Et vous avez été bien évidemment 94% à le mettre dans un top et que je vous comprends. Alors, il s'agit quand même d'un costume assez classique avec une veste croisée noire, chemise, cravate noire, pantalon droit noir, chaussures noires. Donc on est vraiment sur un look monochrome noir. En plus d'être classique, c'est presque un peu austère. Mais ce qui vient vraiment faire la différence et qui vient rehausser ce look, c'est qu'il y a une sorte de cascade de broches en diamant de la marque Bûcheron. Et ce sont des broches en forme de lierre. Ça vient comme grimper sur son corps. C'est esthétiquement très joli, je trouve. C'est juste ce qu'il faut, comme il faut, c'est pas too much. Ça apporte un petit twist, un peu couture et c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu également sur les hommes lors de ce tapis rouge et là ça lui va divinement bien. Vraiment la base est très sobre, très conventionnelle et c'était vraiment l'une de ses volontés puisque Colman Domingo était présentateur lors de cette soirée, donc je pense qu'il voulait être très soft, mais il a vraiment réussi à apporter cette petite touche hyper mode, hyper moderne, très glamour également, qui lui vont à merveille. Et d'ailleurs, ces stylistes sont à lui également, Weyman et Mika, qui font un travail extraordinaire. On adore. Quand je vous dis que les petites broches, les petits bijoux chez les hommes ont été une vraie tendance, on a également l'exemple de Connor Story qui est venu dans une tenue Saint-Laurent.
En plus là la chemise est blanche, donc c'est vraiment le costume typique de chez Typique, avec ce pantalon droit mais un peu plus évasé pour le coup. Mais ce qui vient un peu faire le petit twist, c'est la petite broche qui est sur le côté avec le petit diamant. C'est très léger pour le coup, ça aurait presque mérité d'un peu plus. Quand on voit Colman Domingo, c'est presque un peu frustrant que les autres ne soient pas allés encore plus loin, mais là ça fait quand même l'affaire avec la petite paire de lunettes qui rajoute au style. Bien évidemment, c'est pas la tenue de l'année, mais c'est sympatoche. Puis tant qu'à faire, c'est exactement le même propos pour Jacob Elordi. Vraiment la même vibe, le même mood. Lui, il n'a pas de broche, mais il a des petites chaussures qui sont un peu plus originales avec un cuir tressé. C'est du Bottega Veneta, ça se voit. Ça ressemble aussi un peu à ce qu'il a porté lors des critiques Choice Award, qui était une cérémonie qui s'est déroulée une semaine auparavant. C'est un choix qui lui va bien. Il sait qu'il va faire de l'effet dans tous les cas. Donc écoutez, manifestement il se dit j'ai pas grand effort à faire, et il a raison. Après on a aussi Damson Idris qui est venu dans une tenue Prada. Lui il a misé sur un costume intemporel, très classique. Là c'est une proposition qui se veut vraiment chic, avec le nœud de papillon, la chemise qui est fermée. Ce qui moi me dérange un peu visuellement, c'est que la chemise est un peu plus imposante que le bas qui est très fité, un peu court. À la fois ça donne un petit look un peu dandy, mais dandy très léger, hein, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais en même temps, je trouve que proportionnellement, ça fait un espèce de déséquilibre. Mais franchement, c'est du détail. C'est un costume, somme toute, classique et qui lui va bien. Voilà, pas grand chose à dire. Passons maintenant à Elle Fanning qui est venue dans une robe Gucci que vous avez mis dans un top à 67% sur Instagram. Je pensais que cette robe ferait davantage l'unanimité parce que techniquement elle est quand même somptueuse. Elle est entièrement brodée de petites fleurs couleur pastel avec également beaucoup de cristaux. Donc ça rend un rendu très perlé, très bijou. Je trouve le résultat vraiment très doux, surtout que la petite subtilité, le petit détail qui tue, c'est vraiment le jeu de densité, de transparence au niveau des épaules. On voit qu'ils ont créé une sorte de dégradé de broderie. On a l'impression qu'elle n'a pas de bretelles et que les fleurs viennent comme fleurir au niveau de sa poitrine pour d'un seul coup être beaucoup plus opaque et puis recouvrir tout son corps. Je trouve que c'est très poétique. La robe est bien taillée, bien coupée. Ça lui fait une superbe silhouette et surtout quand on connaît toutes les propositions d'Elle Fanning au fur et à mesure des années, cette robe est complètement pertinente et cohérente. Ça correspond, on va dire, à sa sensibilité mode. Elle a opté pour un collier puisqu'elle a les cheveux détachés, donc on ne voit pas forcément les boucles d'oreilles. Donc je trouve que le collier est adapté et approprié. J'aime bien le fait qu'il soit un peu en V, donc ça suit également le décolleté qui est lui aussi en V. La mise en beauté est douce, enfin vraiment le résultat est très doux. Je ne sais pas si ça correspond par contre totalement aux Golden Globes qui je trouve est une cérémonie plus d'hiver. Alors, je sais pas si ça a du sens, mais déjà c'est la première de l'année, ça se déroule en plein hiver, même le tapis rouge est en rouge presque bordeaux, un peu sombre, et là cette silhouette aurait peut-être été parfaite pour Cannes. Franchement, ça, à Cannes, en été, ça aurait été le top du top. Là, peut-être que c'est ça qui lui fait perdre un peu de puissance. C'est peut-être justement trop délicat pour ce tapis rouge, mais en soi, je trouve que ça reste une superbe proposition. J'aime énormément ce look. On peut maintenant parler d'Emily Blunt qui est venue dans une tenue Louis Vuitton. Elle a fait le choix avec sa styliste Jessica Parker de faire une tenue chic mais sobre et qui n'a pas forcément de rapport avec le film pour lequel elle venait, pour lequel elle est nommée, qui était The Smashing Machine, parce qu'elle est un peu dans une phase de transition. Elle est attendue au tournant parce qu'il va bientôt y avoir également la tournée promotionnelle du Diable s'habille en Prada 2, qui est un film mode très très attendu. Là, ça permet de recentrer un petit peu, d'avoir une proposition intemporelle, très chic, très classique, élégante, sans pour autant oublier le côté mode. Et ce qui vient vraiment faire la différence, c'est la cape asymétrique qu'elle porte au-dessus d'une robe blanche. Le tout est fait en soie blanche. Ça se voit visuellement, le tombé de la robe est vraiment très joli. C'est un choix de matière très luxueux. Ce qui est intéressant dans cette tenue, c'est que
que la robe est un peu plus fluide avec ce tombé au niveau du tapis rouge, au niveau de ses pieds qui est un peu plus lourd, mais qui est contrasté avec la cape qui elle est beaucoup plus géométrique, beaucoup plus architecturale, avec l'épaule qui est dans un arrondi rigide. Pareil pour le col, on voit qu'il se tient bien, il est rigide et c'est accentué par ces boutons très ronds qui sont en cristaux 3D et qui apportent vraiment un peu de lumière au tout. Bref, ce qui est vraiment intéressant dans cette tenue, je trouve, c'est la composition à la fois un peu originale, mais pas too much. Il y a cette touche luxueuse qui apporte un bel équilibre et qui fait que le résultat est assez réussi. Et ce look ultra maîtrisé me rappelle celui d'Emma Stone qui elle aussi est venue dans du Louis Vuitton sur mesure que vous n'avez pas spécialement aimé puisque vous avez plus ou moins été 50% à mettre top, 50% à mettre flop. Ça ne m'étonne pas du tout. Déjà il faut savoir qu'Emma Stone est une égérie Louis Vuitton, donc elle est toujours en Louis Vuitton et donc il y a un peu cette sensation de déjà vu. Soit on adhère, soit on n'adhère pas. En l'occurrence moi j'adhère assez bien et même si je comprends pourquoi ce look ne fait pas l'unanimité, je trouve qu'il n'est pas si mal construit. Déjà on est sur un top très structuré, presque géométrique. On a l'impression que ça vient comme un carré au niveau de son buste et ça peut donner l'impression que c'est pas hyper flatteur et en même temps c'est un minimalisme qui moi me plaît assez bien. Même quand elle est sur le côté sur les photos, on voit à quel point ce top est bien construit, à quel point c'est une rigidité mais pas négative. Également le fait que le haut soit en soie contraste assez bien avec la jupe qui elle est dans une coupe droite, c'est une taille basse mais qui a un effet un peu mat, même si elle est entièrement perlée, ça reflète la lumière d'une manière un peu différente comme une sorte de scintillement. Bien évidemment que le résultat est assez minimaliste, que cette couleur jaune pastel, jaune beurre, c'est un choix un peu clivant et même la proposition en elle-même est je trouve assez radicale. La proposition devient à mes yeux très mode. Je trouve que ça va aussi très bien avec sa mise en beauté. En plus de ça c'est minimaliste au point qu'elle n'est pas de bijoux. Bref c'est un choix qui je comprends ne plaît pas à tout le monde mais qui personnellement me convainc. Jenna Ortega, elle est venue dans une tenue Dilara Fendi Koglu et vous avez été 73% à la mettre dans un top. C'est une proposition qui de base est forte déjà par le choix de la marque qui est une marque émergente, qui n'est pas forcément connue de tous. Le choix est quand même très contemporain, dans l'air du temps, très mode. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est une créatrice turque qui est basée à Londres, qui fait des défilés vraiment pas mal. Je vous invite à aller regarder. Et elle propose souvent des créations à la fois gothiques, romantiques, presque un peu fantaisiste. Et ça va bien avec Jenna Ortega qui surfe sur son personnage Mercredi et qui du coup s'enferme un peu dans cette esthétique gothique, romantique. Là en l'occurrence la tenue est bien construite. Encore une fois ça titille l'œil, c'est pas forcément habituel. J'aime beaucoup l'empiècement de devant satiné et Mario on est sur une jupe en velours noir qui donc absorbe la lumière. Même dans les découpes c'est intéressant avec ce top qui vient au niveau de sa poitrine et qui laisse un peu entrevoir, c'est à la fois sensuel, sexy mais ça reste subtil et puis cette jupe qui est vraiment quand même très taille basse et qui donc apporte énormément de sensualité mais qui finalement contraste également avec tout ce haut de robe qui est très recouvrant, qui vient vraiment en col roulé et qui même la robe en elle-même est noire, elle est assez dark, assez sombre et ça permet vraiment d'obtenir une certaine justesse. Je suis pas spécialement fan des franges au niveau de ses bras mais en même temps ça apporte un peu de mouvement qui font pas de mal avec l'empiècement qui est un peu plus géométrique. Bref je trouve que c'est bien réfléchi, que c'est un choix intelligent qui lui va bien. J'aimerais bien un jour la voir dans autre chose que ce personnage mais pour l'instant elle surfe dessus, ça marche et je comprends. Autre personne qui reste beaucoup dans son personnage, il s'agit de Jennifer Lopez qui est venue dans une tenue vintage Jean-Louis Scherer haute couture. Il s'agit d'une archive de 2003 qui avait été dessinée par Stéphane Roland et sur Instagram vous avez été une majorité à la mettre dans un flop puisque vous avez été 69% quand même à ne pas spécialement apprécier cette tenue. Et pour le coup je ne suis pas spécialement d'accord avec vous et au-delà de vous avec internet en général parce que j'ai vu beaucoup de documentaires mode,
Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires haineux sur cette tenue. Je la trouve pas si catastrophique. Bien évidemment que l'effet vintage ressort quand même beaucoup. C'est pas la pièce la plus moderne qui soit. Ça peut dans un premier temps donner l'impression que c'est presque mémérisant. Je pense que le motif joue beaucoup avec toutes ces arabesques marronnées et surtout le tulle avec la forme sirène qui déjà de base n'est pas ultra tendance et qui finit en plus dans un amas de tulle qui donne un effet tutu. Peut-être perplexe. Mais en soi, je trouve que ça lui correspond bien, que ça correspond à son personnage. Les motifs, bien qu'ils ne soient pas ultra modernes, sont bien placés. Ça cache ce qu'il faut, là où il faut, de manière assez homogène et surtout, ça donne quand même un joli mouvement. On a presque une sensation un peu de dégradé, que ça fleurit un peu autour d'elle pour laisser voir quelques parties de son corps. Là, on est sur une robe effet nu, voire un effet double peau puisque la couleur est nude. Mais là où c'est bien joué, c'est qu'à la fois, on a l'impression de voir tout son corps par transparence, notamment au niveau de son ventre. Mais la robe est quand même très couvrante. Ça vient quand même en col roulé. Ça vient vraiment jusqu'à ses mains. Et donc, ça permet d'avoir un résultat assez équilibré. Bref, je suis plutôt convaincue par cette robe. Bien évidemment que ça ne correspond pas à 100% à mes goûts, que je ne suis pas fan, mais objectivement je pense que ça lui correspond. Je mettrai peut-être un petit bémol sur la mise en beauté qui ne permet pas de moderniser cette pièce qui est vintage et qui aurait pu du coup peut-être être twisté par quelque chose d'un peu plus naturel, d'un peu plus léger. Pareil pour l'accessoirisation, je trouve qu'elle mémérise le tout encore plus avec les petites boucles d'oreilles en diamant et avec ce petit clunch que personnellement je déteste. C'est peut-être ça aussi qui casse l'effet très mode que pourrait avoir la robe de base. On passe maintenant à Jennifer Lawrence qui est venue dans une tenue Givenchy qui vous a laissé un peu perplexe puisque vous avez été 58% à la mettre dans un top et donc quand même 42% à la mettre dans un flop. Je pense que la photo n'aide pas trop avec la position, etc. La robe en elle-même est quand même magnifique. Sarah Burton fait un travail exceptionnel pour Givenchy. Là, il s'agit d'une robe sur mesure, mais comme vous, je ne suis pas 100% convaincue. Je sais que cette robe a quand même globalement beaucoup plu. Elle a été mise dans beaucoup de gros tops des magazines et je comprends pourquoi. C'est vrai qu'on est encore sur une robe, une naked dress, donc une robe transparente. Un peu double peau également puisque la base est vraiment faite en résille nude, couleur peau pour vraiment un maximum de transparence. Et ce qui vient en réalité habiller Jennifer Lawrence, c'est toutes ces broderies fleuries qui sont positionnées encore une fois un peu là où il faut, comme il faut. Les broderies sont placées stratégiquement de manière symétrique. On a l'impression vraiment que son corps fleurit. C'est évident au niveau bas de la jupe de son corps. Ça vient vraiment s'enrouler autour de ses jambes. Ça donne un très beau mouvement. C'est gracieux, doux, poétique. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a vraiment un contraste entre la poésie de cette broderie et le sexy de la coupe et de la forme de la robe. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu dérangeant pour moi. Je trouve que la robe, le naked dress, est déjà assez réussi et assez fort visuellement pour se suffire à lui-même. Et je ne pense pas qu'il était nécessaire de faire des empiècements ouverts au niveau de ses côtes. Je trouve que ça n'ajoute pas grand chose, même à contrario, ça vient un peu plomber visuellement, surtout qu'on a l'impression d'avoir un triangle inversé qui peut-être même alourdit la silhouette à mes yeux. Je pense qu'une robe entièrement transparente, bien taillée, bien fitée pour elle, avec juste la broderie qui vient donner du mouvement et du motif au corps était largement suffisant. Lorsqu'elle est arrivée, elle avait une sorte de bomber satiné avec cette même broderie qui est une pièce un peu plus casual, on va dire, même si il est complètement transformé en pièce couture avec la matière et le savoir-faire qu'il y a dessus, mais je trouvais que ça ajoutait un beau contraste et que c'était hyper intéressant, ça donnait un dynamisme encore un petit peu différent qui était cool. Niveau accessoirisation,
La petite pochette, encore une fois, je la prends, je la balance. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils viennent avec ça. Je trouve pas forcément que ça ait une valeur ajoutée sur les tenues. C'est pas forcément des sacs assumés en plus de ça. C'est censé un peu se fondre dans le look et je trouve ça ringard. Après, je sais que c'est aussi subjectif. Niveau accessoirisation, elle est restée très très soft avec juste un petit collier en diamant, des petites bagues, un petit bracelet. C'est vraiment très subtil, très discret. La mise en beauté est magnifique, fabuleuse. Je la trouve vraiment radieuse avec sa frange, son blond. Le maquillage est hyper bien fait. C'est quand même assez frais au final comme proposition. On a l'impression qu'elle sort d'un tableau rococo du 19e siècle. J'aime beaucoup, mais il y a un mais. On peut maintenant parler du look de Julia Roberts qui est venue en Armani privé, une robe noire bien taillée pour elle, bien coupée, dans un velours noir. Donc je trouve toujours que ça rajoute en intensité, ça absorbe la lumière et ça permet d'avoir un côté un peu majestueux qui est ici en plus renforcé par les épaulettes qui sont quand même bien carrées, bien imposantes, mais qui sont équilibrées par ce décolleté plongeant. Donc je trouve qu'il s'agit d'une belle pièce, mais pour que ce soit une proposition mode, il aurait fallu une accessoirisation qui vraiment envoie du lourd. Et là, on se retrouve avec un collier long avec une forme de fraise qui, pour moi, casse totalement la puissance qu'aurait pu avoir la robe avec une autre accessoirisation. Pareil pour le petit sac, je ne vais pas m'étaler parce qu'on va dire que je m'acharne, mais vous avez compris mon avis. Niveau mise en beauté, elle est radieuse, elle est très jolie. C'est une tenue qui est très bien pour les Golden Globes quand juste on est invité et qu'on vient sur le tapis rouge. Après, on n'est clairement pas sur une tenue mémorable du tout. C'est un bon look, ça lui va bien, mais dans 3 secondes, je m'en souviens déjà plus. Par contre, j'ai également sélectionné le look de Justine Lup qui est venue dans une tenue Armani privée que je trouve pour le coup particulièrement réussi. J'ai beaucoup aimé cette proposition. On est encore sur une naked dress puisque sa poitrine et son buste est quand même très visible par transparence. La robe a vraiment été travaillée avec un tissu plissé et en étage. Donc au départ, c'est vraiment très léger, très sensuel, très transparent. Mais sur le bas, il y a beaucoup plus d'étages et donc ça devient plus opaque et ça permet d'avoir un joli dégradé que je trouve très sensuel. Vraiment, le tout est très doux, très délicat parce que déjà le plissé de base est je trouve une matière délicate, très poétique. Moi c'est quelque chose que j'aime énormément. Là le fait en plus que ce soit un tissu de couleur nude, je trouve que ça rajoute de la douceur, ça correspond à sa carnation et c'est vraiment le plissé qui va venir donner du relief à cette tenue. D'ailleurs le bustier un peu carré et un peu original donne aussi un beau dynamisme, une belle construction, j'aime énormément. Et puis au milieu de ces plissés on a des petites perles, des petites broderies qui viennent rajouter encore une fois du relief et des scintillements selon les flashs des photographes, ça s'illumine un petit peu. Vraiment le tout est très aérien, très vapoureux, qu'elle a les cheveux détachés derrière ses épaules. Donc on a vraiment la sensation qu'elle assume totalement cette proposition presque nue, sans bijoux, sans artifice. C'est à mon sens particulièrement exécuté et j'ai adoré cette proposition. Kristen Dust, elle est venue en Tom Ford. J'adore la couleur un peu vert sapin mais tellement foncé que à l'ombre on dirait presque que la robe est noire et c'est avec les flashs des photographes que la couleur se révèle. J'aime beaucoup également le fait qu'on ait l'impression que c'est une petite robe simple, même si on voit toute la sensualité et toute la délicatesse grâce à cette matière satinée et puis ces petits diams qui viennent orner toute la robe. Et puis on a vraiment un dos qui est un peu plus sexy, un peu plus assumé, avec un beau dos nu mais qui est rehaussé par la traîne un petit peu plus longue. Ça lui fait une silhouette très jolie. C'est simple mais c'est ultra efficace pour ce genre de tapis rouge. Pas du tout dans le même mood, on a Kylie Jenner qui est venue dans une robe Hachi Studio haute couture que vous avez adoré puisque vous avez été 85% quand même à la mettre dans un top. Après, je tiens à préciser qu'elle n'est pas venue sur le tapis rouge, donc on n'a pas de photo tapis rouge, on n'a que ce qu'elle a posté elle sur ses réseaux sociaux. Donc c'est toujours plus facile de contrôler, on va dire, sa silhouette et le rendu quand il s'agit d'un shooting ou un contenu qu'on poste sur nos propres réseaux plutôt que sur un tapis rouge qui est un exercice complètement différent et bien plus difficile. Mais là, la robe, dans tous les cas, est presque en double peau tellement elle est moulante à son corps. On dirait vraiment une statue antique. C'est
assez extravagant, ça frôle le too much parce qu'on est sur une robe dorée entièrement en sequin et en même temps le fait que les bretelles partent de la poitrine et viennent en éventail au niveau de ses épaules et tombent presque un peu avec nonchalance, ça permet d'avoir un contraste presque plus glamour, un peu plus doux. Elle a choisi en plus de ça d'aller jusqu'au bout sur la silhouette maîtrisée avec ses cheveux qui sont attachés en une queue de cheval bien serrée, bien plaquée et juste des boucles d'oreilles qui encadrent son visage pour ne pas attirer plus que ça l'attention. Le tout est bien élaboré et bien maîtrisé, ça lui va bien, ça lui ressemble, c'est cohérent avec son personnage sans pour autant en faire des caisses. Donc pour moi, c'est une plutôt bonne proposition, donc je suis d'accord avec vous finalement. Parlons maintenant de Lisa qui est venue dans une robe Jacquemus que vous avez adorée à 79%, donc c'est plutôt un bon score. Je ne suis pas à 100% du même avis que vous. Cette robe est donc une robe Jacquemus de la collection Le Paysan que j'ai eu la chance de voir en vrai et j'ai trouvé ce défilé particulièrement réussi et qu'on retrouvait vraiment l'ADN et l'essence de ce qu'était Jacquemus au tout début et ça m'a plu vraiment, j'ai adoré ce défilé, mais je ne suis pas certaine que cette robe en particulier soit le meilleur choix pour ce tapis rouge. À la fois, franchement, ça lui va bien, elle est divine avec. Le fait que la robe soit noire mais joue sur les transparences, ça crée un très joli dégradé. La matière de la robe rend super bien. Je trouve que c'est voluptueux, c'est assez majestueux. On est encore sur une naked dress, même si là, cette fois-ci, c'est une robe noire, donc on a l'impression que c'est quand même un petit peu plus doux et on a moins cette sensation. À la base des bases, sur le défilé, la poitrine était totalement apparente. Là, elle a bien évidemment été obligée de porter un bandeau qui personnellement ne me gêne pas spécialement. J'ai vu dans les commentaires que beaucoup trouvaient que ça cassait peut-être un peu le dynamisme avec cette robe qui a de jolis mouvements. Moi, ça ne me fait pas vraiment cette sensation et dans tous les cas, je me dis qu'elle aurait vraiment pas pu faire autrement, mis à part choisir une autre tenue. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que la robe a un joli col bateau, on a vraiment un joli tombé, la matière est belle, la couleur, les reflets, etc. sont super beaux, c'est mat mais c'est bien maîtrisé, c'est très joli, mais on a un beau col bateau qui aurait pu mettre en lumière son visage, son cou, et on a d'un seul coup cet énorme collier qui vient pour moi casser tout le look, ça casse tout le dynamisme, c'est too much, ça sert à rien. La robe est déjà tellement recouvrante avec tellement de volume et de matière que on aurait envie de quelque chose de bien plus subtil, de bien plus délicat. Peut-être que ça aurait été cool de miser sur une mise en beauté un peu plus travaillée pour justement accessoiriser presque cette robe. En fait, je trouve que ce n'est pas vraiment la robe le problème, elle fait presque dance grecque, un peu modernisée dans cette robe, mais c'est plus tout ce qu'il y a autour, le contexte, l'accessoirisation et le fait aussi que Jacquemus contextualise tellement ses tenues dans des décors printaniers, méditerranéens. Des fois, c'est difficile de sortir ces tenues de ce contexte-là. Parfois, ça marche à merveille. Mais là, sur cette robe, je trouve que du coup, on a presque envie de la voir sur un festival de Cannes. En plus, avec les pompons, il y a quelque chose de très sudiste dans cette robe, dans les codes qui sont utilisés. Et qui fait que pour moi ça ne matche pas à 100% avec ce tapis rouge, même si c'est pas un raté pour autant. Passons maintenant à Miley Cyrus qui est venue dans une robe Saint-Laurent que vous avez aimée à 76%. C'est plutôt pas mal pour une proposition qui est quand même un peu drama, un peu théâtrale. Il s'agit d'une robe noire en sequin, jusque-là des codes quand même très classiques pour un tapis rouge, avec en plus une forme longue, droite, assez moulante, mais ce qui vient vraiment donner le côté un peu plus dramatique, c'est cette encolure qui part de la poitrine et qui vient éclater autour de son visage en éventail avec un tissu un peu plissé qui est cette fois-ci beaucoup plus mat. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour Justine Lup, moi le plissé c'est une matière que j'adore, qui je trouve apporte du relief naturellement, et là le fait que ça a été travaillé par couche avec en plus cet effet très volumineux,
directement ça apporte du caractère, ça apporte de la puissance, ça entoure hyper bien son visage. J'aime beaucoup qu'il y ait des codes un peu too much, mais qu'à la fois ils aient réussi à le travailler de manière beaucoup plus élégante. Par exemple, au niveau du décolleté, on a le petit V inversé qui apporte vraiment une petite touche originale, un peu mode, et qui permet d'apporter une élégance. Si jamais le décolleté il avait été beaucoup plus plongeant, on serait tombé dans quelque chose d'un peu déjà vu, un peu plus ringard, alors que là, c'est des petits détails comme ça qui font la différence. Le fait qu'elle ait ajouté des lunettes de soleil noires pour le côté encore plus rock'n'roll, why not? Je pense que la robe en elle-même était assez puissante pour ne pas avoir besoin de ça. Le petit collier avec l'émeraude au milieu apporte le côté un peu chic, un peu glamour, presque old Hollywood, comme c'était la tendance sur ce tapis rouge. Et pour le coup, ça répond bien à tout le dynamisme qu'il y a au niveau de cette partie-là. C'est pas le genre de look auquel je suis ultra sensible, mais je reconnais que c'est bien joué. Priyanka Chopra est venue dans un look Dior sur mesure par Jonathan Anderson, donc le nouveau directeur artistique qui est un peu attendu au tournant. C'est normal parce que c'est un peu ses premiers tapis rouges, etc. Je suis dégoûtée, je vous ai pas fait voter. Voilà, j'ai oublié cette tenue, j'aurais bien voulu avoir votre avis. J'ai vu sur internet que ce look a quand même pas mal divisé. Soit les gens adorent, soit les gens détestent. Et je fais partie de la team qui déteste. Elle a misé sur un glamour assez classique qui va bien avec son rôle de présentatrice pour la soirée, mais je pense que ça aurait pu être un peu plus modernisé tout de même. On est sur une robe bleu nuit, j'aime bien la couleur même si j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus intense, avec un top bustier satiné, avec un mouvement en plus de ça au niveau de sa taille qui fait que ça marque bien sa silhouette et que ça fait un petit nœud, donc ça apporte un petit volume qui est sympathique. Et puis après on a une double jupe, une jupe qui a été pensée en 2 étages avec le haut de la jupe qui est une forme ballon. Donc c'est des codes très mode, très historiques qui peuvent même se rapprocher du vieux Hollywood. En plus de ça, on a le bustier qui est vraiment très droit avec ce collier tout en diamant. Donc vraiment des codes très traditionnels, très cérémonial. Mais justement, où est la touche de mode, de high fashion? Il me manque un peu ce truc-là. J'aime beaucoup la forme ballon, j'aime beaucoup la jupe à 2 étages, mais je pense que la couleur, le bustier satiné n'aide pas en fait à avoir un joli équilibre et n'aide pas à moderniser totalement ce look. Je trouve que c'est hyper mémérisant sur elle. Je comprends qu'elle ait voulu jouer la sobriété, mais là je trouve que ça en est presque fade, alors que c'est une personnalité qui est quand même assez pétillante, qui a des vraies propositions mode sur les tapis rouges de manière générale. Et donc là moi je suis un petit peu frustrée par ce rendu là. Alors que vous voyez Selena Gomez qui elle est venue en Chanel, a certes misé sur quelque chose de très traditionnel, de très soft, mais il y a ce peps, ce mode qui fait que la tenue devient quand même plus agréable et fait plus facilement l'unanimité. Après, bien évidemment que c'est un choix bien moins risqué. Là, on est sur une robe noire, droite, en velours encore une fois, donc ça aspire la lumière. On a l'impression qu'elle vient comme une ombre, mais en même temps c'est quand même corseté au niveau de sa taille pour vraiment venir entourer sa silhouette. Et ce qui va faire la différence, c'est ce volume fleuri. On parle de fleurs, on ne les voit pas forcément. Moi j'appelle ça un petit nuage. Ce petit nuage qui vient au niveau de son buste et qui est fait en plume, en organza, mais également en soie. Donc c'est un mélange de matière, un mélange de découpe qui permet d'avoir ce résultat très voluptueux, très fluide, et ça permet presque naturellement d'apporter du caractère, de la puissance, avec en dessous cette robe noire qui structure la silhouette. Ça fait un joli contraste. La silhouette est hyper harmonieuse, c'est hyper bien pensé. Vraiment, ça attire toute la lumière au niveau de son visage, au niveau de son buste. On a presque l'impression que toute la robe est faite pour la mettre en lumière elle. Niveau mise en beauté, elle a certes joué sur quelque chose de très glamour, de très old Hollywood, avec la coiffure, avec cette bouche très rouge, mais la tenue est tellement dans l'air du temps, c'est tellement modernisé que le rendu final, le rendu global est clairement dans l'air du temps. Et puis on va finir cette Fashion Police avec Teyana Taylor qui est venue en Schiaparelli haute couture, et je pense que c'est l'une des personnalités qui s'est fait le plus remarquer de la soirée, et vous avez été bien évidemment 95% à la mettre dans un top, à l'adorer. Ça a vraiment été la personnalité qui a le plus fait parler d'elle, et à juste titre. Regardez-moi
ce look, regardez-moi ce charisme et cette puissance. En même temps, c'est difficile de se tromper sur un tapis rouge avec du Schiaparelli. Là, il n'y a pas spécialement de surréalisme, mais vraiment une robe noire qui a juste été pensée dans sa forme, dans le mouvement. C'est à la fois original tout en restant assez académique, puisqu'on a vraiment les codes d'une robe de cérémonie, comme on en voit sur 1001 tapis rouges, puisqu'on a une robe longue, satinée, noir avec un bustier, une traîne, des codes qu'on connaît, et c'est vraiment dans le travail de la coupe que ça va faire toute la différence, puisqu'on a un bustier qui vient en forme un peu d'arrondi et de cœur au niveau de sa poitrine, pour que ce soit un empiècement venant du dos qui s'enroule sur l'autre sein et qui vient au niveau de son cou, et donc ça donne un mouvement qui est en plus de ça accentué par le fait qu'il y ait des drapés asymétriques qui soient vraiment moulés au niveau de sa poitrine, de son buste, mais qui viennent un peu plus en relief au niveau de ses hanches, et donc ça apporte encore une fois un léger volume très délicat, très subtil, mais qui fait toute la différence. Vous le savez, à la base je ne suis pas une super fan des traînes, mais là comme ça part au niveau de son cou et que ça vient jusqu'au pied, déjà je trouve que ça apporte une touche d'originalité, que c'est un petit peu différent, mais surtout sur cette tenue en particulier, je trouve que ça permet d'équilibrer toutes les touches un peu plus sexy au niveau du corset, mais également du dos, puisqu'on a une jupe qui est en fait découpée au niveau de son fessier pour laisser entrevoir le haut de son galbe de son fessier, mais qui est orné d'un nœud en diamant anti-strass, et donc vraiment on joue sur les limites entre sulfureux, sexy mais sensuel, et c'est le fait qu'il y ait des codes vraiment très distincts, très différents comme ça, mais qui viennent se complémenter, qui fait que la tenue est quand même équilibrée au final et que ça lui va divinement bien. En fait, elle le porte tellement bien, elle a tellement l'attitude qui va avec, parce qu'elle est charismatique, elle a de la puissance qui émane d'elle de manière naturelle, que là, ça donne l'impression que la robe a été faite et pensée pour elle. J'aime énormément cette proposition. Ce n'est pas ma préférée de tout ce qu'elle a déjà pu porter sur d'anciens tapis rouges. Je préfère quand elle fait des propositions moins cocktail, on va dire, mais franchement, c'est vraiment l'une des tenues à retenir de cette soirée. C'est fini pour cette première Fashion Police de l'année. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Également, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou même sur TikTok. Ce sont des plateformes sur lesquelles j'essaye d'être le plus active possible et sur lesquelles je vous donne aussi des petites informations de manière plus spontanée. Et puis surtout, vous pouvez voter pour venir donner votre avis pour les prochains tapis rouges. D'ailleurs, je suis presque sûre qu'il y en a un la semaine prochaine. Donc, venez nombreux, je vous attends. Sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, parce que en 2026, on est de retour.